La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constitue un crime contre l'humanité. Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée. Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations Unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au niveau international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mise en nom de Junie l'image, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, content de vous retrouver aujourd'hui à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, l'édition de ce matin sera une édition spéciale à plusieurs titres, parce que d'abord, ce 19 juin, ramène le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. 155 ans plus tard, comme nous le verrons, aucune indemnisation n'a été consentie à nos frères. Comme nous le verrons au cours de cette émission, les Japonais américains ont été indemnisés par le Congrès américain. Les Juifs et leurs descendants qui ont subi un terrible génocide au XXe siècle ont été indemnisés, que ce soit par la France et par les Allemands. Nous verrons les chiffres. Et pourtant, nous les Noirs, qui avons subi le plus terrible génocide de toute l'histoire, n'avons reçu à ce jour aucune réparation, aucune indemnisation. Il nous faut comprendre pourquoi. Pour y arriver à l'émission d'aujourd'hui, nous allons reprendre, si vous voulez, des pans importants de l'esclavage. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Deuxièmement, nous allons considérer l'impact de l'esclavage sur les descendants de ces esclaves. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de plus en plus en psychiatrie et dans les sciences sociales du syndrome post-traumatique de l'esclavage. Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, nous allons voir les précédents en matière d'indemnisation pour ceux qui ont subi des traumatismes, pour ceux qui ont subi des génocides. Comment on a réparé les torts vis-à-vis de ces populations-là. Et enfin, nous nous demanderons, mais pourquoi nous? Personne ne nous a indemnisés. Pourquoi nous, personne n'a tenté à ce jour d'offrir une réparation digne de ce nom pour les torts que nos ancêtres et que nous-mêmes continuons de subir? Et nous verrons à la fin de l'émission comment nous organiser pour nous faire indemniser, comment nous organiser pour obtenir réparation. Et vous vous souvenez que je vous avais promis 10 pistes. Aujourd'hui, je vais vous en donner 2. Et on va y aller comme ça au rythme des prochaines semaines.
Je vous veux complètement réveillé, je vous veux complètement attentif. L'émission d'aujourd'hui se veut un appel à l'action. Voilà pourquoi je vous invite tout de suite à vous faire une bonne tasse de thé, à vous faire une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud en tout cas. Servez-vous tout ce qui peut vous offrir à rester éveillé. Invitez toute la famille, les enfants surtout. On veut que la nouvelle génération soit partie prenante de ce qui va être dit à l'émission d'aujourd'hui. Vous ne le regretterez pas. Une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. Entre-temps, je vous offre cette musique tellement emblématique de Billie Holiday. Cette musique a pour titre Strange Fruits. Vous savez, c'est une musique qui rappelle comment dans les États du Sud, on pendait, n'est-ce pas, aux arbres, nos ancêtres, tels des fruits, sauf que ces fruits-là dégageaient une odeur tellement nauséabonde, une odeur tellement dégueulasse. Écoutez cette musique, pensez aux paroles, réfléchissez à tout ce que ça devrait susciter en vous, en nous, tout ce que ça devrait susciter chez toute personne de bonne volonté. Et aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont nous devons obtenir réparation pour les torts que nos ancêtres ont subis et pour les discriminations que nous, les descendants des esclaves, continuons de subir. Restez là, je vous reviens après la musique que voici. À tout à l'heure. Strange fruit. L'émission a débuté par la lecture de 3 articles de la loi dite Taubira. Enfin, je tenais à honorer le travail extraordinaire qu'accomplit notre sœur Christiane Taubira, cette Guyanaise qui est parlementaire en France et qui en 2001 a amené les Français à reconnaître, en mai 2001, à reconnaître l'esclavage pour ce qu'il est, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. C'est ce qu'est l'esclavage. Et on fera un pas de plus vers la fin de l'émission et je vous prouverai que du point de vue du droit international, l'esclavage, c'est un génocide. Et on verra, une fois que ces 2 jalons auront été posés, ce que nous pouvons en faire. Alors, à l'émission d'aujourd'hui, je l'ai dit, je voudrais, puisque c'est l'anniversaire, le 155e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, je voudrais dans un premier temps rappeler ce que fut l'esclavage. Mais d'abord, l'esclavage, c'est un système économique, c'est un système social, c'est un système juridique dans lequel un individu est considéré comme un objet, un meuble, une chose. Cet individu-là, on l'appelle l'esclave, et cet individu-là, il est capturé, il est acheté par un autre qu'on appelle le maître. Quand on parle d'esclavage, il faut y penser en 4 phases. Et souvent, on parle d'esclavage et puis on a fini de définir et puis on saute directement sur la plantation. Non, il faut prendre le temps de décortiquer tout ce qui a dû être mis en place par les États esclavagistes pour produire l'esclavage. Donc, je voudrais vous inviter à penser à l'esclavage en 4 phases. La phase de la planification. Avant que des États
aille sur un autre continent pour capturer la personne, n'est-ce pas, d'un individu, il y a tout un dispositif, il y a tout un appareillage idéologique, un appareillage juridique, un appareillage social, un appareillage militaire qui sont mis en place pour faire en sorte que l'esclavage soit rentable. Évidemment, nous les Noirs, nous avons connu plusieurs types de traite. On parle de la traite orientale avec les arabo-musulmans, 2 fois plutôt qu'une. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la traite atlantique, hein, qui a commencé, comme on le sait, n'est-ce pas, au XVe siècle. Et c'est toute une planification étatique qui a été mise en branle pour rendre cette entreprise rentable pour les États européens. Dans la planification, c'est d'abord une idéologie religieuse. La religion chrétienne a été mise à profit dans cette affaire d'esclavage car il fallait convaincre, n'est-ce pas, les Européens. Il fallait, si vous voulez, amadouer leur conscience. Il fallait les aider à ne plus se sentir coupables devant cette entreprise inhumaine qu'est l'esclavage, en leur disant que les Noirs n'ont pas d'âme, en leur disant que de toute manière, Dieu les a créés, ces Noirs-là, pour cela, puisque ces Noirs font partie de la race maudite des descendants de Cam. Et aux États-Unis, on ira jusqu'à dire que les Noirs ne sont pas des humains, tout au mieux, ils n'ont qu'un 5e d'humanité en eux. Donc, on peut y aller à cœur joie, on peut les capturer, on peut, n'est-ce pas, faire de tout ce qu'on veut, puisque de toute manière, comme le dira l'anglais John Newton, ces gens-là ne sont pas destinés à la vie dans l'au-delà, donc ce n'est pas grave si on s'empare de leur personne pour en faire des objets, pour en faire des choses. Mais il y avait aussi un appareillage scientifique entre guillemets parce que il fallait, si vous voulez, créer une notion de race et montrer qu'il y a une hiérarchie parmi les vivants. Dans cette hiérarchie-là, vous avez les Caucasiens qui, eux, sont supérieurs et en raison de leur supériorité, ils peuvent se rendre sur un autre continent pour faire tout ce qu'ils veulent, ces Caucasiens-là, d'autres personnes qui, de toute manière, ne sont pas des êtres humains. On a vu une préparation idéologique, on voit une préparation, n'est-ce pas, judiciaire, on voit une préparation scientifique, entre guillemets, mais il y avait aussi cette préparation financière. Si vous considérez l'histoire de l'esclavage, vous allez voir que tous les États qui ont eu les mains trempés dans l'entreprise de l'esclavage se sont donné la peine de créer ce qu'on appelle des compagnies des Indes. Qu'est-ce que c'est qu'une compagnie des Indes? Eh bien, une compagnie des Indes, c'est une compagnie qui régule le commerce entre une colonie et la métropole. Et dans ces compagnies des Indes, l'État investit de l'argent. Dans ces compagnies des Indes, n'est-ce pas, les gens d'affaires qui en ont les moyens investissent de l'argent, car l'esclavage fut un commerce rentable, un commerce lucratif qui, dans le cas de la traite atlantique, a duré près de 500 ans. Toujours dans la phase de la planification, on va construire des bateaux, des négriers. On conçoit même, n'est-ce pas, l'espace que doit occuper chaque esclave à l'intérieur de ce bateau. On choisit scrupuleusement les noms qu'on va donner à ces bateaux pour mieux tromper la vigilance, si vous voulez, de ceux qu'on va capturer. Et l'un de ces bateaux, justement, s'appelait Jesus Good Ship. Hein? Le bon vieux, le bon bateau qui a pour nom Jésus. Voyez comment la religion, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, il y a quelques semaines, c'est une véritable idéologie qui va être mise au service de cette entreprise cruelle qu'est l'esclavage. Planification idéologique, planification juridique, planification scientifique, planification financière, mais également planification militaire.
Parce que les gens qui partaient de l'Europe qu'en Afrique, y allaient armés, lourdement armés, car pour arriver à capturer des Africains qui vivaient paisiblement sur leur territoire, ils ont dû leur livrer la guerre, parfois pendant des semaines, voire pendant des mois. Deuxième phase, la capture. Je vous l'ai dit, la capture peut durer plusieurs semaines, voire des mois. Et pendant ces mois-là, on va, si vous voulez, faire preuve de ruse, on va faire preuve d'ingéniosité pour piéger ces Africains-là, pour les chasser, pour les pourchasser, en leur envoyant toutes sortes de filets, en les enchaînant. Et là, une fois qu'ils sont capturés, on est donc à la troisième phase qu'est le voyage. Le voyage pouvait durer jusqu'à 90 jours. Le voyage transatlantique, on part de l'Europe jusqu'en Afrique et de l'Afrique, n'est-ce pas, en Amérique. Le capitaine mettait environ 5 à 6 mois pour s'approvisionner en esclaves. Et s'il était obligé, n'est-ce pas, au cabotage le long des côtes africaines, la traversée se passe sur un bateau, comme vous le savez, qu'on appelle le négrier. Et dans ce bateau-là, les esclaves étaient dénudés. Parfois, avant même que le bateau ne parte, on les baptisait, on changeait leur nom, on les déshumanisait. Ils étaient enchaînés. Imaginez, n'est-ce pas, des esclaves qui sont enchaînés dans un petit espace, qui sont mal nourris, qui, passez-moi l'expression, n'est-ce pas, qui vomissaient les uns sur les autres et qui sont dans cette situation infernale, dans ce cercueil flottant pendant 90 jours. Beaucoup d'entre eux moururent. Ceux qui étaient les plus forts, n'est-ce pas, réussirent à faire la traversée et arrivé maintenant sur le littoral, 9 fois sur 10, il devait attendre une autre période de 40 jours. C'est de là, incidemment, que vient l'expression « mise en quarantaine ». Aux États-Unis en particulier, quand un bateau arrivait, quand un négrier arrivait sur le littoral américain, le gouvernement américain forçait, n'est-ce pas, le capitaine à attendre jusqu'à 40 jours pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'épidémie à bord. Et au terme de ces 40 jours, on autorisait maintenant les acheteurs à procéder à l'achat. Et donc, la troisième phase, ce qu'on appelle la vente maintenant. D'abord, on parlait de troupeaux d'esclaves. Regardez même le vocabulaire. Non seulement ces gens-là ont été déshumanisés avant d'embarquer sur le négrier, on changeait leur nom, on les déshabillait, on les obligeait à recevoir le baptême chrétien. Dans le bateau, n'est-ce pas, ils étaient entassés comme des sardines, ils vomissaient les uns sur les autres, mais arrivés maintenant en Amérique, on les traitait comme une marchandise. Cette troisième étape est très humiliante. D'abord, il y avait le marché des esclaves. En Haïti, c'était à la Croix des Beaux-Salles. Les gens arrivaient là. On les rasait déjà avant de monter le bateau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie cachée dans leurs cheveux. Et là, on annonce qu'il y a telle pièce d'Inde. Une pièce d'Inde, c'était un homme jeune, fort, vigoureux, qui avait toutes ses dents, qui avait un long et beau pénis, parce qu'on considérait tout cela. Hein. On venait vérifier la capacité de tel esclave de se reproduire, parce que c'est du bétail. On lui ouvrait la bouche pour voir s'il a toutes ses dents. On regardait ses muscles et voilà, on marchandait. Et on payait soit en argent, donc en espèces ou en nature. On pouvait payer en sucre, en café, en cacao. Dans ce marchandage, dans ce marché, nous sommes quand même au 15e siècle, les femmes et les enfants valaient moins. Donc parfois on vendait les esclaves en lot.
Imagine, aujourd'hui, on peut acheter des animaux, du bétail en lot, donc on pouvait acheter tel groupe d'esclaves en lot. Voilà. Et ça durait, cette vente-là, plusieurs semaines, hein, parce que le capitaine devait se débarrasser de cette marchandise. On annonçait cette vente. Tenez-vous bien, ça c'est important, dans les couvents, dans les abbayes, on annonçait cette vente à haute voix. Oyez, oyez! On a un troupeau de 25 esclaves à vendre. On en demande tant. Imaginez qu'on est en train de fixer un prix sur ta tête et tu n'as rien à dire. Voilà. La vente, une fois conclue, maintenant l'esclave est récupéré tel un objet, tel un bien par le maître. La quatrième phase qui est la plantation. Mais attention, si on est au Brésil, c'est aussi les champs de mines. Hein? Ah oui, au Brésil, on utilisait le bras des esclaves pour les champs de mines. Mais ailleurs, c'était les plantations. Mais dans les plantations, il faut distinguer parce que il y a les moulins et il y a les jardins. Ah, mais les moulins, oh là là, c'était l'enfer. Un enfer beaucoup plus terrible qu'un autre parce que souvent, puisque l'esclave travaillait du jour, n'est-ce pas, à la tombée de la nuit, donc de l'aurore au crépuscule, eh bien, pris de fatigue, le bras de l'esclave était arraché dans les moulins. Ou alors, l'esclave était tout simplement ébouillanté dans les gros chaudrons du moulin parce que c'était ça, hein. Ceux qui ne travaillaient pas au moulin, eux, ils étaient dans les jardins à cultiver la terre pour la canne à sucre, pour le coton, pour le café, pour le cacao. Et ils travaillaient vraiment du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. On les réveillait au claquement du fouet du commandeur. Si on leur accordait 1 heure ou 2, ce n'était pas pour qu'ils se reposent, c'est pour qu'ils aillent cultiver leur propre petit lopin de terre, pour qu'ils se nourrissent eux-mêmes. Mais beaucoup de maîtres qui voulaient augmenter leur profit ne leur consentaient même pas ces 2 heures de repos. Les esclaves travaillaient de nuit à cultiver leur petit lopin de terre pour se nourrir. Et il y avait une autre catégorie d'esclaves, qu'on appelle les esclaves de case, les esclaves domestiques. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était peut-être les moins rudoyés d'une certaine manière, mais c'est très relatif, c'est quand même l'esclavage. Eux, ils étaient utilisés à l'intérieur de la maison pour faire à manger, pour faire la lessive, mais c'est souvent là aussi que le maître choisissait ses maîtresses. En sorte que, dans le créole haïtien, je ne sais pas si c'est une formule qui existe dans les créoles parlés dans les autres pays antillais, mais en Haïti, jusqu'à présent, la plus grosse insulte, quand un Haïtien est fâché, quand un Haïtien est en colère, la plus grosse insulte à la pratique du maître de violer une fille esclave qui travaille comme domestique, une mère esclave qui travaille comme domestique, et parfois le maître le faisait devant le mari. Il y avait enfin ce qu'on appelle l'esclave à talent. L'esclave à talent, mais souvent il allait avec son maître travailler dans l'atelier, dans l'artisanat, et souvent, n'est-ce pas, sa situation, son statut était même considéré comme le statut d'un homme à moitié libre, puisque lui, il n'était pas dans les plantations, il n'était pas dans les cases, il accompagnait le maître, n'est-ce pas, dans l'atelier parce qu'il avait parce qu'il avait un certain talent, et certaines fois même, on lui consentait un certain petit montant considéré comme revenu. Imaginez que ça allait durer 500 ans comme ça.
à te faire violer par un maître, à considérer comme une chose, à considérer comme un objet, à n'avoir aucun statut, n'est-ce pas? Et le maître pouvait te violer à qui mieux. Et ce qu'il y a dans la législation américaine, dans la législation anglaise, vous savez qu'on condamnait le viol perpétré par un blanc sur un blanc, mais le viol n'était pas considéré comme un viol s'il était perpétré par un maître sur un esclave ou une esclave. Pour quelle raison? Mais parce que l'esclave n'était pas une personne humaine. Et de toute manière, disait-on, l'esclave prenait plaisir à la promiscuité, donc le maître ne pouvait pas être condamné de viol quand ce viol est perpétré sur la personne d'un esclave. Et ça a duré, dis-je, 500 ans. Nous connaissons l'histoire et nous sommes fiers en tant qu'Haïtiens de le dire. De 1791 à 1803, nous avons livré une rude bataille contre les Français. Et pour la première fois, écoutez bien, une armée non européenne va vaincre une armée européenne. Nous allons conquérir notre indépendance et nous allons dire mieux vaut mourir que d'être l'esclave de qui que ce soit. Il fallait camper, rappeler ce que c'est que l'esclavage. Mais imaginons toutes les atrocités que nous avons subies. On capture notre personne, le kidnapping. Nous sommes enchaînés en cuillère dans un bateau pendant 90 jours. On met notre tête à prix comme si nous étions un vulgaire animal. Si nous essayons de nous fuir, si nous essayons d'échapper à cet enfer, vous savez, le Code noir prévoit toute une ribambelle de châtiments que le maître pouvait nous infliger. Par exemple, à la première tentative de fuite, on nous arrachait une oreille. À la deuxième tentative de fuite, on nous coupait un bras. À l'autre tentative, on nous coupait une jambe. Et vous savez quoi? Malgré ces tortures, malgré ces atrocités, l'esclave continuait de prendre la fuite, continuait de tenter d'échapper à cet enfer. C'est ainsi que dans l'histoire d'Haïti, on retient le nom d'une femme. On l'appelle Zabeth, diminutif pour Élisabeth, qui a fui une première fois, ce qu'on appelle les marrons. Eh bien, on lui a coupé une oreille. Nommables ne sont même pas disciples. Déjà, vous avez des gens qui faisaient partie d'une royauté dans leur pays. Pensez aux parents de Toussaint Louverture. Vous avez des gens qui étaient des nobles sur leur territoire, des gens qui étaient des professionnels, des gens qui avaient une famille. Eh bien, on les dénaturait, on les déshumanisait. Sur le territoire de l'esclavage, n'est-ce pas? Ils subissaient toutes les atrocités. Et parfois même, on disait, pour plaire à l'enfant d'un maître, certains esclavagistes allaient jusqu'à ouvrir d'un coup de couteau le ventre d'une femme enceinte pour plaire à la curiosité de son enfant. Tout cela a duré encore une fois 500 ans. Mais il y a des séquelles. Il y a des séquelles. En parlant de séquelles, je vous réfère aux travaux de la docteure Joy Leary. Cette femme a consacré toutes ses recherches aux symptômes post-traumatiques de l'esclavage. D'ailleurs, à ce sujet, en 2016, il y a eu en Guadeloupe un colloque qui a réuni des psychanalystes, des psychiatres, des travailleurs, des travailleuses sociaux, des psychologues, des psychanalystes. Et le sujet, c'était quelles sont les séquelles de l'esclavage. Et j'ai dressé, si vous voulez, en vrac quelques-unes de ces séquelles. Je vais seulement vous les nommer, vous les citer en vrac. D'abord, les psychiatres disent que ces séquelles-là se sont même inscrites dans l'ADN des afro-descendants, dans l'ADN des descendants d'esclaves. En sorte que
les descendants d'esclaves se retrouvent avec un ADN beaucoup plus fragile, au terme duquel nous nous retrouvons avec des maladies telles le diabète, l'hypertension, n'est-ce pas? Nous avons une longévité diminuée, en particulier la docteure Judith Leblanc a parlé de cela. Voyez comment les atrocités que nous avons subies se sont inscrites même dans notre ADN. Deuxième séquelle, c'est la faible estime de soi. Quand vous avez passé 500 ans à vous faire dire par des prêtres, par des pasteurs, que vous faites partie d'une race maudite, que vous n'avez pas d'âme et que c'est normal que vous soyez asservis à d'autres peuples supérieurs et que si vous vous comportez en bons esclaves, eh bien, Dieu vous donnera un palais en or dans l'au-delà seulement. Quand vous avez passé 500 ans à vous faire dire que vous sentez mauvais, quand vous avez passé 500 ans à vous faire dire que vous êtes plus près du singe que de l'humanité, eh bien, il reste des séquelles terribles de cela. Eh bien, c'est l'estime de soi. La faible estime de soi. On a soumis, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, de jeunes enfants qui sont dans les premières années de leur scolarité au test classique que voici. On met devant eux, on leur présente des poupées blanches et on leur présente des poupées noires. Et on demande à ces jeunes enfants, garçons et filles, selon vous, n'est-ce pas, quelle est la plus belle poupée? À chaque fois, les enfants, garçons ou filles, choisissent les poupées blanches. Parce que l'enfant a hérité de ses parents qui ont hérité de, n'est-ce pas, de leurs parents esclaves, le fait que, eh bien, le blanc est naturellement plus beau que le noir. Et il reste quelque chose de cela. Frantz Fanon en parle dans son livre, n'est-ce pas, Peau noire, masque blanc. Eh bien, nous devons faire beaucoup d'efforts pour sortir des archétypes que nous avons reçus de la période de l'esclavage, en sorte que, si on n'y pense pas, pour nous, les gars noirs, si on nous met en présence d'une femme à teint clair et en présence d'une femme à peau foncée, nous devons faire beaucoup d'efforts pour reconnaître la réalité de la beauté de la femme à la peau foncée. On n'y pense même pas. De même, la femme va presque réflexivement penser que l'homme qui a le teint clair est plus beau automatiquement que celui qui a la peau foncée. Et cela explique pourquoi beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères et sœurs en Afrique, dans les Caraïbes, dans les Antilles, achètent des crèmes qui servent à blanchir la peau, avec toutes les conséquences que l'on connaît, pas vrai, en termes de cancer de la peau. Eh bien, ce complexe d'infériorité, cette faible estime de soi, nous vient de l'époque de l'esclavage. L'esclavage a aussi un impact sur l'unité de la cellule familiale. Comprenons-nous bien. L'esclavagiste, donc le maître sur la plantation, s'assurait que jamais il n'y aurait une rébellion sur sa plantation. Et pour s'assurer de cela, dès qu'il s'apercevait qu'il y avait tel esclave mâle ou tel esclave femelle qui commençait à être rebelle, eh bien, il vendait cet esclave-là, homme ou femme, à un autre maître sur une autre plantation, indépendamment du fait que cet esclave-là avait une femme et des enfants sur cette plantation-là. En sorte que ce sentiment d'attachement à la cellule familiale, nous l'avons eu difficilement parce que pendant 500 ans, eh bien, on s'assurait que l'unité au sein d'une cellule familiale n'était jamais assez solide pour fomenter un complot contre le maître d'esclaves. En sorte que l'un des impacts, l'une des séquelles pérenne de la période de l'esclavage, c'est notre manque d'attachement à l'unité au sein de la cellule familiale. À cet effet, on se souvient qu'aux États-Unis, il y avait des fermes de reproduction.
puisqu'à un moment donné, n'est-ce pas, les bateaux n'avaient plus le droit, enfin les négriers n'avaient plus le droit d'apporter, de déverser des esclaves sur le territoire américain, eh bien, dans les États du Sud, les esclavagistes ont rapidement rivalisé d'ingéniosité en créant ce qu'on appelle des fermes de reproduction. Eh bien, on y réunissait de jeunes femmes, des femmes fertiles, et on faisait venir ce qu'on appelle, n'est-ce pas, de belles pièces d'Inde, des étalons, dans un seul but, dans le but de fertiliser. Comprenez ce langage tellement abrutissant, ces femmes qui étaient en mesure de se reproduire pour que le cheptel d'esclaves ne diminue jamais. Eh bien, comme séquelle pérenne, il n'y a pas d'attachement chez les descendants d'esclaves en termes d'unité familiale, parce qu'on faisait tout pour qu'on ne reste pas attaché. Mais l'une des séquelles les plus terribles, c'est la question identitaire. Vous vous souvenez, dans la première phase, tout ce qui était mis en place par l'idéologie religieuse, par l'idéologie scientifique, pour nous faire croire que nous sommes inférieurs. Mais vous vous souvenez aussi qu'avant même de prendre le bateau, lors de la deuxième phase, la capture, on changeait notre nom. On se foutait de notre statut. On changeait notre nom. Et on pouvait tirer ce nom-là dans la mythologie grecque. On pouvait tirer ce nom-là, n'est-ce pas, dans les pièces de théâtre. On pouvait tirer ce nom-là, n'est-ce pas, à Rome. C'est ainsi qu'en Haïti, on s'est retrouvé, entre autres, avec des noms qui finissent avec les noms de généraux romains, des noms us. On nous obligeait à renoncer à notre spiritualité pour adopter la religion du maître. On nous obligeait à renoncer à nos langues qu'on parlait pour adapter ou pour adopter la langue du maître. Et tout le temps qu'on était sur la plantation, on nous enseignait que nous n'étions rien. Nous étions qu'une chose. Et que si nous espérions devenir quelqu'un, il nous fallait chercher à ressembler au maître. Ce qu'on appelle le mimétisme. Eh bien, l'un des plus grands impacts, l'une des plus grandes séquelles de l'esclavage, c'est dans l'identité des peuples noirs. On se demande encore qui on est. On commence à peine à se reconnecter à la source de nos ancêtres. On commence à peine, n'est-ce pas, à redécouvrir nos histoires. On commence à peine à nous réapproprier de notre spiritualité, en sorte que la question identitaire se pose longtemps après l'abolition de l'esclavage. On a vu l'esclavage, on a vu quelques-unes des séquelles de l'esclavage en termes de syndrome post-traumatique. Maintenant, on va se poser la question de la réparation. Donc hier, le Congrès américain a choisi d'indemniser les Japonais américains qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Congrès américain a voté une indemnisation de 1,6 milliard de dollars pour indemniser, n'est-ce pas, à hauteur de 20 000 dollars américains, les descendants ou les survivants de ces Japonais américains qui ont été internés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Juridique pour indemniser les Juifs qui ont subi toute... La France a créé ce qu'on appelle la CIVS, qui est la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, et qui est chargée d'examiner les demandes individuelles de réparation. Maintenant, venons-en au gros morceau. On se souvient, n'est-ce pas, de ce terrible génocide qu'ont subi nos frères juifs. 6 millions d'entre eux ont été gazés, ont été exterminés par le pouvoir allemand nazi. Donc la question se pose, quelle forme d'indemnisation les Juifs et leurs descendants, le gouvernement d'Israël, a reçu de la part du gouvernement allemand? Le journal Libération a enquêté. Écoutez bien. Écoutez bien, les chiffres sont très, très éloquents. En 2017,
les dépenses des pouvoirs publics allemands dans le domaine des dédommagements pour seulement l'année 2017, pour dédommager les Juifs pour l'année 2017. N'oublions pas que la Seconde Guerre mondiale a pris fin en 1945. En 2017 seulement, le gouvernement allemand dépensait, en termes de dédommagement des Juifs, 1,64 milliard d'euros. Mais écoutez bien là. Cependant, le gouvernement allemand a commencé à indemniser l'État d'Israël depuis 1949. Maintenant, si on comptabilise tout ce que le gouvernement allemand a payé au gouvernement d'Israël et aux descendants juifs en termes de réparation et d'indemnisation, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre le chiffre, et encore une fois, je cite le journal Libération, le gouvernement allemand a payé 75 milliards d'euros en termes de compensation, que ce soit au gouvernement d'Israël ou aux descendants des Juifs qui ont été gazés par le gouvernement nazi. L'une des choses à ne jamais faire, c'est de graduer les horreurs. Ce n'est pas parce que les Juifs ont perdu 6 millions des leurs que nous, les Noirs, nous en avons perdu entre 12 à 13 millions d'entre nous, qu'il faut éviter de comparer, car nous sommes dans le domaine du droit international, il faut regarder les précédents. Donc, pour les 6 millions de Juifs qui ont été gazés, qui ont été exterminés, ce que nous déplorons de tout notre être, depuis 1949, selon le journal Libération, les pouvoirs publics allemands ont payé 75 milliards d'euros en termes de compensation. Maintenant, la question, pourquoi personne n'a jamais réparé en termes d'indemnisation les torts qu'on a infligés aux Noirs? Aux États-Unis, le président Abraham Lincoln s'est moqué de la gueule, s'est foutu de la gueule de nos ancêtres, dans le but de les recruter, de les attirer au sein de l'armée de l'Union et pour les porter soit à déserter, n'est-ce pas, les plantations dans les États du Sud et à se battre pour l'Union contre les Confédérés. Le président Abraham Lincoln s'était formellement engagé à donner aux Noirs, écoutez bien, une mule et 16 hectares de terre après la guerre de sécession. Une mule et 16 hectares de terre. En 1865, pas vrai? 155 ans plus tard, les Noirs attendent encore cette compensation. La question à se poser, les amis, pourquoi on a dédommagé les Japonais américains? Pourquoi on a dédommagé les Juifs? Pourquoi ici au Canada, le gouvernement du Canada met sur pied une commission pour réfléchir sur les atrocités qu'ont subies les Amérindiens ici et on songe désormais à la meilleure façon de les dédommager? Pourquoi chaque peuple qui a subi un traumatisme quelconque dans l'histoire a obtenu réparation, nous les Noirs, on n'a rien reçu? Bon Dieu! Que se passe-t-il? Regardons les chiffres, les amis. Vous savez, l'Afrique représente 17% de la population mondiale. La population africaine, c'est 1,3 milliard d'habitants. Je parle seulement de la population africaine. Je ne parle pas des Noirs qui vivent aux États-Unis. Je ne parle pas des Noirs qui vivent ailleurs dans le monde, en Europe, qui vivent, n'est-ce pas, dans les Antilles, qui vivent, n'est-ce pas, dans d'autres pays des Amériques. Mais s'il faut considérer seulement la taille de la population africaine, c'est 17% de la population mondiale, c'est 1,3 milliard d'habitants. Bon Dieu, ça fait du monde à la messe, ça. Pourquoi on ne nous respecte pas? La principale raison, c'est que nous ne sommes pas organisés. Vous savez, pour que les Juifs aient pu obtenir réparation, indemnisation et dédommagement pour les torts que les leurs ont subis pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis sur pied une entité qu'on appelle la Jewish Claim Conference.
Une conférence qui a pour but d'aller chercher réparation pour tous les torts que les Juifs ont subis pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a duré quoi? 6 ans, de 1939 à 1945. Dans notre cas, l'esclavage a duré 500 ans. Je ne veux pas comparer les horreurs, je ne veux pas comparer les atrocités, je veux seulement que vous voyez les chiffres. Les Juifs ont perdu 6 millions d'entre eux. Nous avons perdu quelque chose entre 11 à 13 millions d'entre nous, selon les chiffres les plus conservateurs, et on répare les torts des Juifs, on répare les torts, n'est-ce pas, des Japonais américains, et puis quant à nous, on nous regarde dans le droit des yeux, dans le blanc des yeux, et on continue à abattre, n'est-ce pas, comme des poules, les Noirs, partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans les pays occidentaux. On nous abat comme des canards sauvages. Pourquoi on ne nous respecte pas? Parce qu'on n'est pas organisé. Vous savez, c'est tellement simple de mettre sur pied une organisation pan-africaine. Et quand je dis organisation pan-africaine, je ne parle pas seulement de ceux qui vivent sur le continent africain, mais de tous les descendants africains. Il est possible aujourd'hui de mettre sur pied, avec les médias sociaux, de lancer une organisation pan-africaine dont le mandat sera comparable à celui de la Jewish Claims Conference, dont le mandat sera comparable aux Juifs, qui consistera à aller chercher réparation pour les torts que nous avons subis. Mais la deuxième question, où aller chercher cette réparation? J'ai une petite idée. Je vais vous suggérer 2 pistes aujourd'hui. Vous savez, dans le droit international, il y a un concept qui est bien défini. C'est le concept de génocide. Ce concept a été conçu et imposé par un juriste juif. Un juriste juif, dis-je, du nom de Raphaël Lemkin, qui a conçu ce terme, qui l'a fait reconnaître dans les instances internationales, si bien que, en décembre 1948, ses efforts ont été récompensés, puisque depuis lors, on reconnaît le génocide comme faisant partie du droit international. Écoutez bien, vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Dans le droit international, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intentional ou religieux comme tel, a. Meurtre de membres du groupe, d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, e. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Avec cette définition du génocide dans le droit international, avec cette déclinaison de ce qu'est le génocide, nous avons tout en main pour introduire des procès pour génocide, nous, les descendants des esclaves, nous, les peuples noirs. La question se pose, qui attaquer en justice? Je nous recommande d'attaquer en justice pour génocide l'Église catholique et l'Église anglicane. Je vais vous dire pourquoi. Pour génocide, j'entends bien. Vous vous souvenez, je viens de vous rappeler que le génocide, c'est un terme qui est rigoureusement et objectivement défini dans le droit international. Et si vous prenez la déclinaison, n'est-ce pas, du mot génocide dans le droit international, nous avons subi un génocide. Maintenant, qui nous a fait subir ce génocide? Il faut commencer par les commanditaires moraux du génocide. Et quand on va parler de commanditaire moral du génocide contre les Noirs, la première entité, la première institution vers laquelle il faut se tourner objectivement, c'est l'Église catholique. Le 26 avril dernier, j'ai présenté une émission sur le rôle qu'a joué l'Église dans l'entreprise infernale de l'esclavage. Allez regarder cette émission si vous ne l'avez pas encore vue, le 26 avril. Que s'est-il passé? Le 8 janvier 1454, l'Église catholique, par la bouche du pape Nicolas V, a donné sa bénédiction à l'esclavage et à la traite, n'est-ce pas, négrière. Car dans sa bulle intitulée Romanos Pontifex, qui date du 8 janvier 1454, le pape Nicolas a rempli
toutes les conditions du génocide auquel il a donné bénédiction. Regardez, je vous livre un extrait de cette bulle. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière, écoutez bien, d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Africains, tous les païens ou autres ennemis du Christ, où qu'ils se trouvent, avec leur royaume, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles. Si vous regardez les différentes déclinaisons du génocide et que d'autre part vous considériez cette bulle du pape, vous retrouvez toutes les conditions d'un génocide. Au fond, en donnant sa bénédiction à la traite négrière, le pape Nicolas V a tout simplement donné sa bénédiction au génocide des Africains. Et je voudrais que vous me compreniez. L'Église n'a pas seulement donné sa bénédiction au génocide des Africains, l'Église a maintenu ce génocide en ayant l'exclusivité de l'idéologie religieuse. Ou lisez encore le Code noir, ou les divers codes noirs qui ont été utilisés, n'est-ce pas, dans les Antilles. À chaque fois, on accordait à l'Église catholique le droit d'être la seule idéologie religieuse, puisque la religion catholique était la seule pratiquée, la seule permise pendant l'époque de l'esclavage dans les colonies. Mais 3, l'Église catholique s'est enrichie économiquement grâce à l'esclavage. Je vais demander à notre caméraman de projeter un acte de vente d'esclaves opéré par une abbaye. Mais je vais vous dire mieux. Vous savez, quand le premier rapt de 10 Africains a eu lieu par des Européens sur le continent africain, vous savez à qui symboliquement on a offert ces 10 premiers esclaves? Au pape qui les a gardés. Les abbayes, les monastères, les prêtres faisaient aussi dans le trafic des esclaves. Donc l'Église s'est enrichie grâce au commerce d'esclaves. Et l'Église, vous le savez, c'est une institution extrêmement riche. L'Église anglicane a rempli pour l'Empire britannique esclavagiste ce que l'Église catholique a joué comme rôle pour les puissances européennes catholiques. Et l'Église anglicane s'est enrichie à même l'esclavage des Noirs. Est-ce que vous connaissez la musique Amazing Grace, la chanson Amazing Grace que tous les Noirs aiment chanter? Lorsque vous saurez quel salaud a écrit cette chanson, vous allez cesser de la chanter. Ce salaud a pour nom John Newton. C'était un pasteur de l'église anglicane. Vous savez, cet homme était marchand d'esclaves. Il était propriétaire de bateaux qui transportaient des esclaves. Écoutez bien. Et sa richesse est estimée aujourd'hui à 60 millions d'euros. Richesse qu'il s'est construite dans le commerce d'esclaves. Waouh! Quand on s'est construit une fortune de 60 millions d'euros en achetant et en vendant des esclaves, je comprends qu'on puisse chanter Amazing Grace. Il faut attaquer l'église anglicane parce que l'église anglicane a rempli pour l'Empire britannique esclavagiste précisément ce que le Vatican a rempli comme rôle pour les puissances européennes catholiques. Pourquoi faut-il commencer par les églises? Mais on va les prendre à leur propre piège parce que ce sont des institutions morales qui sont censées être transparentes. Donc vous imaginez si une organisation panafricaine introduisait une poursuite pour génocide contre l'église catholique et contre l'église anglicane, on a de fortes chances de gagner. Pour quelle raison? Parce que tout ce que l'église catholique a fait et tout ce que l'église anglicane a fait, cela est archivé.
Que ce soit les bulles, que ce soit les ordonnances, que ce soit les décrets du côté catholique ou bien les ordonnances du côté de l'église anglicane, comment on a demandé aux prêtres, n'est-ce pas, de catéchiser les Africains de telle sorte qu'il reste toujours la chose des Blancs. On ne court aucun risque comme chrétien de réduire en esclavage de tels Africains. Il faut commencer par attaquer en justice pour crime de génocide l'Église catholique et l'Église anglicane. Comment faire? 3 suggestions. L'Union africaine pourrait introduire cette plainte. L'Union africaine est censée représenter, n'est-ce pas, toutes les populations africaines, et puisque souvent c'est des contrats entre États, si l'Union africaine daignait faire d'elle une entité utile, l'Union africaine pourrait introduire une plainte contre l'Église catholique et l'Église anglicane. À défaut de l'Union africaine, il y a des associations de prêtres et de pasteurs noirs. Puisqu'il s'agit d'églises catholiques ou d'églises anglicanes, eh bien, pourquoi les prêtres noirs, pourquoi les pasteurs noirs, ou en tout cas l'association des prêtres et des pasteurs noirs ou africains, n'est-ce pas, n'introduiraient-ils pas, ces pasteurs-là, une plainte contre l'église catholique ou contre l'église anglicane? Enfin, si l'Union africaine ne veut pas s'engager, si l'association des prêtres et des pasteurs noirs ne veut pas s'engager, on peut mettre sur pied une association de citoyens et de citoyennes africains ou de descendants africains. Et là, nous allons chercher des fonds, nous allons nous cotiser pour introduire cette requête pour génocide contre l'Église catholique et contre l'église anglicane. Je vous dis là, la démonstration ne sera pas difficile à faire puisque les archives existent. Je vous lance cette idée. Le but de cette émission, c'est de nous porter à réfléchir. Faites-moi des suggestions et je vais en parler à la prochaine émission. Déjà, j'ai quelques amis noirs, haïtiens, africains, qui se spécialisent dans le droit international. Je vais leur lancer l'idée de mettre sur pied une organisation panafricaine dans 2 buts. 1, recueillir des fonds en vue de cette poursuite et de 2, introduire le plus tôt possible une poursuite contre l'Église catholique et contre l'Église anglicane pour le génocide que ces 2 églises ont commis contre les peuples noirs. Le but de l'émission, c'est de nous faire réfléchir et de nous faire nous demander pourquoi on répare les torts infligés aux autres peuples quant à nous, qui constituons pourtant 17% de la population mondiale. Personne ne songe à réparer les torts qu'on nous a infligés et qu'on continue de nous infliger. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine. Chers amis, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous remercier de votre support. Merci de votre fidélité à cette émission. Continuez à nous suivre, mais s'il vous plaît, likez. Parce que lorsqu'on compare le nombre de visionnements au nombre de likes, il nous faut des likes. Likez. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne. Nous avons besoin de vous et l'avantage pour vous, c'est que vous êtes automatiquement notifiés quand nous plaçons une nouvelle vidéo. Merci à nos habitués, à nos fidèles internautes. Nous lisons tous vos commentaires, même si nous ne répondons pas à tous les commentaires, mais soyez assurés que nous les lisons tous et en vérité, cela nous stimule à nous améliorer et à aller de l'avant. C'est pour vous qu'on travaille, c'est avec vous qu'on travaille. Faisons ensemble ce travail pour gagner la bataille contre le racisme.